Et salut les gens et bienvenue dans cette petite critique du film Dune de Denis Villeneuve. Alors, avant de commencer la critique, je vais dire une chose importante, je n'ai jamais lu le livre Dune. Je sais que la saga Dune de Frank Herbert est très connue, hein, c'est un pivot de la SF. Ça a notamment inspiré d'autres univers comme Alien, Star Wars et Warhammer 40 000. Mais malheureusement, tout ce que j'ai fait, c'est revoir le film de David Lynch un peu avant pour ne pas être trop perdu dans le scénario. Voilà. Donc cette critique, évidemment, ça va être en deux parties, une partie sans spoil et une partie avec spoil. Et on commence tout de suite la partie sans spoil. Alors, le monde de Dune. On est en 10191. Toute la galaxie est dominée par un empire appelé l'Imperium. C'est une société féodale en gros, hein. Vous avez l'empereur au sommet et plusieurs fiefs qui sont dirigés par des maisons avec des grandes familles aristocratiques qui chacune dirigent une planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Dune, toute l'économie galactique fonctionne sur une seule ressource, l'épice. Alors l'épice, ça fait tout. Ça rallonge la vie humaine, ça permet d'avoir des facultés mentales de dingue, et surtout ça permet la navigation spatiale. Donc c'est une ressource qui est primordiale pour le commerce entre les planètes. Qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Le problème, c'est que l'épice n'est produite que sur une seule planète, qui s'appelle Arrakis, et qui est surnommée Dune, parce que c'est une planète de sable. On va donc suivre une famille aristocratique qui est la famille Atréide, qui est envoyée par l'empereur pour occuper Arrakis et gérer la production d'épices. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet univers, en fait, Arrakis est occupé systématiquement par différentes familles. Donc là, en gros, il y avait la famille Harkonnen, qui est la famille rivale des Atréides, qui dirigeait la planète. L'empereur les a virés et a dit, maintenant, ce sont les Atréides qui vont gérer la production. On va donc suivre dans cette histoire les aventures de Paul Atréide, qui est l'héritier de la maison Atréide. Et en fait, par ses yeux, on va découvrir cette planète qui est Arrakis, qui est la planète sûrement la moins hospitalière du monde. Mais évidemment, ce n'est pas tout, puisque en même temps, vous avez du coup la famille dont je vous parlais, la famille Harkonnen, les rivaux historiques des Atreides, qui ont très mal pris le fait de se faire virer d'Arrakis, et surtout en fait qui s'inquiètent du fait que leurs rivaux vont avoir accès à la ressource la plus importante de l'univers. Donc les Harkonnen souhaitent prendre une revanche et se préparent à une grosse attaque. Donc, en gros, vous l'aurez compris, ce film a plusieurs thèmes marquants qui sont symbolisés par les très très nombreux personnages secondaires. On a de la guerre, la colonisation, l'écologie, la surexploitation d'une ressource, également la place des hommes et des femmes dans une société féodale. Voilà, donc c'est très très poussé, il y a même du patriotisme et d'autres choses, mais ça j'y reviendrai. Alors, mon avis sur ce film, en fait, je n'ai pas aimé. Voilà, je suis désolé, hein. Le film, attention, est bien. C'est pas parce que j'ai pas aimé que le film est mauvais. Le film a des très très bonnes qualités, mais malheureusement, j'ai pas aimé à cause de ses défauts, mais ça j'y reviendrai. Bon, alors déjà, je pense que la plus grosse qualité du film, vous êtes forcément au courant après avoir vu la bande-annonce et après les critiques des autres gens, c'est que ce film est magnifique visuellement. Il y a des super panoramas, il y a une photographie qui est quand même complètement ouf. Surtout qu'il y a un jeu d'échelle dans ce film qui est assez très bien maîtrisé. C'est-à-dire que tout est gigantesque. Les montagnes, les paysages, les vaisseaux spatiaux, les villes, même les moissonneuses qui servent à récolter l'épice, c'est gigantesque. Et à côté de ça, vous avez des tout petits humains qui se baladent. Donc on a vraiment ce sentiment d'être dans un monde où tout est énorme et l'être humain est tout petit face à ça. Et bref, tout ça, les panoramas, la photographie, les vaisseaux spatiaux, les scènes, on va dire, contemplatives, sont appuyés par une musique qui est très très forte. Et ça, c'est un énorme point positif, parce qu'un film contemplatif se doit d'avoir une musique d'ambiance qui nous fait rêver. Et donc là, c'est Hans Zimmer qui est aux manettes, et il nous fait mais alors des musiques mais qui sont tellement fortes, quoi. Il y a même des moments où la musique euh, reprend des sons qu'il y a dans le film, genre notamment les parties des vaisseaux spatiaux, les sons des réacteurs sont utilisés dans la musique. Donc c'est voilà, c'est très très bien. C'est rien que pour ça déjà, rien que pour les yeux, ce film vaut le coup. D'ailleurs, tant qu'on parle de son, une autre chose importante, c'est que ce film joue beaucoup sur le langage.
C'est-à-dire que dans le film, très souvent, vous allez avoir des scènes où les personnages vont changer de langue en plein milieu d'une conversation. Tout ça pour ajouter dans cette ambiance un petit peu de tension et de paranoïa, de haine face aux étrangers, ce genre de choses, qui sont, pareil, d'autres thèmes très marquants du film. Idem, qui dit film contemplatif dit évidemment film lent. Donc ça c'est important aussi à prendre en compte, c'est que le film est très très lent. Si vous aimez bien les films comme Blade Runner et Koyaanisqatsi, là ça va être votre cam, parce que le film prend son temps. Même dans les phases d'action, quand même, quand ça accélère un petit peu, ben, c'est quand même assez calme. Et donc l'ambiance est très posée. Et perso, c'est exactement ce que j'attendais de ce film en fait. Donc du coup, ben, là pareil, c'est un énorme point positif. Un autre point aussi que j'ai remarqué, que les critiques ont pas l'air de trop en parler, mais enfin moi ça m'a beaucoup marqué, c'est les costumes. Les costumes de ce film sont magnifiques. Que ce soit les armures, les uniformes militaires ou les tenues des femmes aristocrates aussi, c'est très sobre, c'est pas exagéré, mais ça fonctionne quoi. On sent vraiment qu'on est dans un nouvel univers quoi. C'est tout en finesse, c'est pas exagéré, c'est vraiment super cool. Et d'ailleurs, ça me permet d'aller sur le point suivant qui est le casting. Le casting de ce film, alors au départ, moi j'étais pas trop motivé par le casting parce qu'il y avait vraiment beaucoup de grosses têtes d'affiche. Genre, vous avez des acteurs qui viennent du Marvel Cinematic Universe, vous avez des acteurs qui viennent de Star Wars. On n'est pas sur un film qui veut faire découvrir des nouveaux talents parce que c'est que des talents confirmés. Mais ben, ça marche en fait, tout le monde est à sa place, quoi. Tout le monde joue très bien tout le monde joue très bien son personnage. Il y a juste un Timothée Chalamet, personnellement, que j'ai eu un petit peu de mal, qui joue le rôle principal, qui joue le rôle de Paul Atreides. J'y reviendrai dans la partie spoil, mais c'est peut-être le seul qui m'a dérangé pendant un certain moment pendant le film. Et enfin, avant de dire les choses qui m'ont déçu, je vais revenir aussi sur autre chose d'important, parce que c'est exactement ce que j'attendais de ce film. En fait, ce film, j'en attendais pas énormément, mais je suis content de voir quand même que les rares choses que j'attendais, il les a fait. Et notamment, une chose importante, c'est la voix off. Il n'y a pas de voix off dans ce film. C'est cool. Il y a une voix off vite fait au début à l'introduction, ça dure 2 minutes, juste pour nous expliquer le contexte. Mais sinon, tout le monde se tait. On regarde, on écoute les dialogues pour comprendre ce qui se passe, mais il n'y a pas de voix off en plein milieu qui va nous expliquer le scénar et nous prendre pour des couillons, quoi. Donc pareil, un très bon point. Mais le problème, c'est que pourquoi j'ai pas aimé? Parce que le film a des parties qui sont fantastiques, mais aussi a certains défauts, notamment des erreurs de montage. Et peut-être quelques petites erreurs dans le scénario. Le scénario est cohérent encore une fois, mais il y a des moments où je suis un petit peu sorti parce qu'il rajoutait des sous-intrigues qui n'avaient rien à faire là. Et c'est ça qui m'a saoulé en fait. Le fait à certains moments d'appuyer sur certains éléments de l'intrigue qu'on a compris et d'appuyer dessus, d'appuyer dessus, d'appuyer dessus, alors que on est là à se dire vas-y roule le film, j'ai compris quoi. Si. Donc voilà, écoutez, je pense que là je vous ai donné à peu près mon avis global sur le film. Encore une fois, c'est un bon film. Mais maintenant, je vais plutôt aller en partie spoiler pour parler exactement de ce qui m'a choqué. Donc, allons-y. Ok, partie spoiler. D'abord, ce qui se passe, c'est que ce film, en fait, est dispatché en deux parties. La première partie est géniale, c'est l'arrivée sur Arrakis, c'est la découverte de la planète. On en apprend aussi beaucoup sur les personnages des Atreides, donc c'est-à-dire Paul, sa mère et son père, et les autres personnages qui gravitent autour, donc surtout des militaires. Ce qui est très bien fait, c'est que Paul ne connaît pas Arrakis, comme nous. Et du coup, il va regarder souvent, il va discuter avec des gens, il va regarder des petites vidéos documentaires qui vont expliquer ce qu'est Arrakis. Et ça, déjà, c'est assez cool parce que du coup, nous-mêmes, en tant que spectateurs, on se met à sa place. On essaie d'en savoir plus. En plus, c'est très intéressant parce que visiblement, Arrakis, alors que c'est juste une planète désertique, en fait, non, il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Et peut-être, j'aurais préféré justement que on en sache un petit peu plus, qu'on en apprenne un petit peu plus. Mais ça, je vais y revenir. En fait, ce qui se passe au niveau de l'intrigue, c'est que le film est dispatché en deux. Je pense que c'est à peu près ça au niveau du temps. En fait, le film est séparé en deux par l'arrivée des Harkonnen en plein milieu. Comme je disais tout à l'heure, donc les Atreides arrivent sur Arrakis et se préparent à se défendre
Donc, vous avez, quand les Harkonnen finissent par arriver, ils vont tout défoncer. Parce que, pareil, ça, une sous-intrigue qui est lancée très vite dans le film, c'est que visiblement, les Atreides sont une maison très influente sur les autres planètes. Du coup, ça fait peur à l'empereur. Donc, l'empereur va utiliser la vendetta des Harkonnen pour se débarrasser de cette famille qui prend trop d'importance. Et il va même en plus leur filer. Il va filer aux Harkonnen l'armée impériale, donc quelques régiments en fait qui sont des espèces de gros stormtroopers. L'armée impériale, elle est hallucinante, quoi. D'ailleurs, c'est là justement où il y a le moment où il y a le débarquement en fait que les Harkonnen arrivent sur Arrakis. Il y a une scène de baston de nuit qui est phénoménale. Il y a eu quelques extraits dans la bande-annonce. Les Harkonnen défoncent tout. Ils bombardent avec leur flotte. Quand il y a l'atterrissage, il y a une scène de fight à l'épée. Alors ouais, autre chose. Ce film, alors qu'on est dans un univers de SF, avec des vaisseaux spatiaux, avec des missiles, avec des canons, ce genre de choses, les combats par contre se font exclusivement à l'épée. Je sais pas si c'est un truc du bouquin, mais ça c'est cool. Pareil, un autre bon point, c'est que un univers de SF où il y a que des combats à l'épée et pas au flingue, c'est quand même assez rare. J'ai pas d'autres exemples et bon, c'était vachement cool. En plus, la scène, elle est géniale. Quand en fait vous avez les Atreides sortent de la ville pour aller se foutre sur la gueule avec les Harkonnen. Donc c'est Josh Brolin qui visiblement, d'après ce que j'ai compris, il est général en chef des armées Atreides. Josh Brolin mène la charge, mais il y a de la cornemuse. C'est génial, quoi. Il y a une charge avec de la cornemuse. La musique est très imposante. Quand on a vraiment, il y a ce côté très médiéval ou très renaissance en fait d'armées comme ça gigantesques qui vont se foutre sur la tronche avec des orchestres qui les accompagnent. Donc c'est très très fort. Très bien chorégraphié les combats. Donc il y a des moments où il y a de la mêlée, il y a des fois il y a des bastons en phalange. Donc pareil, il y a un côté très tactique militaire. C'est très bien poussé. Voilà, donc du coup, comme je l'ai dit, les Atreides perdent la bataille. Les Harkonnen prennent le contrôle de la planète. Et c'est là qu'il y a une autre sous-intrigue qui arrive. En fait, c'est que dans le monde de Dune, vous avez des espèces d'églises chamaniques, visiblement, qui existent. Et il y en a une en particulier, ce sont des femmes chamanes. Alors j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais par contre les noms j'étais un petit peu perdu, donc ça faudra regarder sur Wikipédia. Mais vous avez un groupe de femmes religieuses qui sont des psycheurs, qui ont des pouvoirs mentaux, qui ont prophétisé l'arrivée d'un élu qui ramènerait la paix dans la galaxie. Alors juste une chose là-dessus, c'est un peu bizarre parce qu'en fait dans le film, vraiment, il drop le fait que l'élu doit apporter la paix dans la galaxie, pas la paix sur Arrakis, c'est la paix dans tout l'univers. Et seulement c'est bizarre parce qu'à aucun moment on a de scènes qui indiquent qu'il y a un souci dans la galaxie. On comprend qu'il y a des embrouilles politiques. En plus, voilà, encore une fois, vous avez l'empereur qui vient d'exterminer quand même la maison la plus forte de la galaxie. Mais on ressent pas sur les autres planètes s'il y a réellement une occupation violente. Et encore, ils auraient fait quelques dialogues en parlant d'autres planètes qui ont subi des occupations, ce genre de choses, je veux bien. Mais là, on ressent pas ça parce que tout se passe sur Arrakis. C'est juste au début, on a quelques planètes, mais après, tout est sur Arrakis. Donc c'est sûrement un truc qui va plus être développé dans le deuxième film, parce que du coup, ce sera en deux parties. Mais voilà, donc du coup, cet élu, c'est Paul. Allez savoir pourquoi, c'est prophétisé que ça va être Paul qui est l'élu de la prophétie, de ce que vous voulez, de sauver la matrice, de sauver la force. Choisissez votre univers de référence. Donc, comme ces femmes chamanes sont au courant que les Harkonnen vont tout pulvériser, elles demandent au baron Harkonnen, qui est joué par Stellan Skarsgård, elles vont lui demander d'épargner Paul et sa mère. Le baron Harkonnen, il leur dit d'accord, pas de souci, je vais tuer tout le monde sauf eux. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est que il envoie ses hommes capturer Paul et sa mère pour les envoyer dans le désert. Ce qui fait qu'en fait, il va pas les tuer, mais le désert s'en chargera. Donc Paul et sa mère se font embarquer dans le désert dans des espèces d'hélicoptères assez cool en forme de libellule. Ils s'échappent. Ils arrivent à s'échapper parce eux aussi ont des pouvoirs mentaux, notamment un pouvoir par rapport à la voix qui leur permet de commander aux autres et de prendre le contrôle de la mentalité des autres esprits. Typiquement, c'est là qu'on voit que Star Wars a beaucoup repompé sur Dune. Donc ils arrivent à s'échapper, mais le problème c'est qu'ils se retrouvent perdus au milieu du désert. Et donc du coup, là, ce qu'ils vont devoir faire, c'est retrouver
les Fremen. Donc les Fremen, c'est le peuple d'origine d'Arrakis. C'est le peuple qui est occupé militairement et qui résiste et qui veut récupérer sa planète. Donc Paul et sa mère vont chercher ces fameux Fremen pour trouver de nouveaux alliés et reprendre Arrakis qui juge comme le revenant de droit. Et c'est là que le film, je trouve, s'endort. Comprenez bien que là, on est quand même sur un gros climax. Hein. On a une famille qui vient de se faire exterminer, on vient de perdre aussi pas mal de monde au casting, et en fait, non, parce qu'après, on passe du temps dans le désert avec Paul et sa mère, mais on oublie complètement tout ce qui est arrivé avant. Enfin, il y a toujours le traumatisme, évidemment, parce qu'en plus, vous avez l'armée Harkonnen qui va les traquer, mais on perd cette ambiance vraiment d'intrigue politique qu'il y avait dans la première partie. Là, ça disparaît complètement. Donc on a toujours l'ambiance, hein, c'est encore une fois, hein, le film est bien parce qu'on garde toujours quand même l'ambiance de Dune, mais c'est là aussi qu'arrive un autre truc, c'est que du coup pour poursuivre le scénario, ils utilisent beaucoup de visions vers le futur. En fait, c'est-à-dire que Paul a souvent des visions prophétiques de ce qui va se passer dans le futur, et en consommant l'épice, parce que l'épice est une drogue aussi, il va pouvoir augmenter ses pouvoirs et donc du coup avoir des visions plus nettes du futur. Et donc du coup, on a souvent des scènes de flash forward où Paul va voir ce qui se passe dans l'avenir. Et c'est parce que j'ai mes notes en même temps, je suis désolé, mais il y a vraiment beaucoup de trucs à dire. Et le souci, c'est que ces flash forward mettent en avant le deuxième film et aussi peut-être le troisième film. Ce qui veut dire qu'on arrive dans un cas où le film spoil en fait toute la franchise. C'est ça en fait, c'est que le scénario, moi je le trouve vraiment super intéressant et j'ai envie d'en savoir plus sur cet univers. Mais là, littéralement, vous avez des parties qui sont juste des bandes annonces. Vous avez vu Batman vs Superman? C'est exactement pareil. Vous avez des scènes de rêve en plein milieu qui vous spoilent la suite. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça dommage, quoi. Encore qu'il y ait quelques scènes, je veux bien, mais pas autant, quoi. Puis surtout, vraiment, quand je dis spoiler, c'est qu'on a une scène un plan qui dure 15 secondes qui va vous spoiler le troisième film, si un jour il y en a un, et visiblement, du coup, la fin de l'histoire. Le problème, c'est que cette histoire, en fait, elle a, comme Dune a inspiré beaucoup d'autres univers, notamment Star Wars. Si vous avez vu Star Wars, vous savez ce qui va se passer en fait à cause de ce spoil, en fait à cause de cette scène. D'ailleurs, tout ce que je vais dire sur ça, c'est vous voyez Anakin Skywalker dans Star Wars, voilà, c'est dans le film. Il nous montre en fait clairement ce qui va se passer. Et j'ai pas lu le bouquin, mais maintenant j'ai plus besoin de le lire parce que ils ont spoilé. Dommage. Alors justement, le fait que je parle d'Anakin Skywalker, c'est aussi par rapport au casting. Tout à l'heure, je vous avais dit que le casting, il était vraiment génial. D'ailleurs, le perso que j'ai vraiment préféré, moi, ça a été Oscar Isaac, qui joue le père de Paul, donc le duc Atreides, qui est en gros, c'est le gars qui va être là pour nous expliquer tout le plot. Personnage d'ailleurs qui meurt au milieu du film, parce qu'évidemment, il se fait tuer pendant la bataille. Je le savais déjà, parce que quand t'as vu le film de David Lynch, tu sais ce qui va se passer. J'étais un petit peu déçu, parce que j'aurais préféré peut-être qu'il y ait plus de scènes avec lui, parce que vraiment, tous les personnages secondaires, vraiment, sont hyper intéressants, quoi. On a envie d'en savoir plus sur eux. Mais il y a un personnage en particulier qui, lui, par contre, m'a un petit peu sorti du film. C'est le personnage de Paul, qui est joué donc du coup par Timothée Chalamet. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans le bouquin, encore une fois, vous pouvez me le dire en commentaire si je suis à côté de la plaque, mais Paul est inexistant. Il fait des trucs, il est dans le scénar, mais on arrive dans ce cliché en fait du personnage qui est, c'est un adolescent blasé, quoi. On a déjà vu plein au cinéma, et le problème c'est que on ressent pas beaucoup d'empathie pour lui, quoi. Le gars, vraiment pendant tout le film, Timothée Chalamet, il a deux expressions. C'est soit il est inexpressif, il se contente de regarder au loin, soit il est pas content. Et il y a juste quelques moments où il joue différemment. D'ailleurs, je les ai comptés sur le doigt de la main, tellement il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dommage parce que ces scènes-là, par contre, sont hyper impressionnantes, quoi. Je vais prendre l'exemple d'une scène qui m'a marqué. C'est la scène du test. Donc en gros, c'est comme dans le film de Lynch et c'est comme dans le bouquin. En fait, les fameuses femmes chamanes là, qui sont persuadées que Paul est l'élu. Vous avez la sœur principale, enfin la chef de cette église, qui va voir Paul et qui veut lui faire passer une épreuve pour voir s'il est l'élu. L'épreuve en question, c'est il doit mettre la main dans une boîte.
Et en fait, il va y avoir une connexion qui va lui donner beaucoup de douleur. En fait, la boîte va lui faire subir une douleur insupportable. Et la chamane le menace, la chamane le menace avec une dague et lui explique tu gardes la main et tu souffres. Si jamais tu enlèves ta main, tu meurs. Et donc on a cette séquence qui dure pas très longtemps en fait où ben, du coup Paul est en train de péter un câble, hein, on le voit quoi. Timothée Chalamet il joue très bien ça quoi, la douleur quoi, on voit rien hein, mais on voit juste lui qui souffre et c'est assez impressionnant quoi. Genre là pour le coup j'étais vraiment je frissonnais quoi parce que je le voyais avoir mal et c'est très bien joué. Mais ce qui se passe c'est que justement par rapport au film de Lynch c'est que là Paul va avoir une réaction assez inattendue, c'est que en plein milieu de la douleur d'un coup il va s'arrêter, il va regarder la sœur principale et il va lui lancer mais un regard de défi, mais à vénère quoi. Et ça j'ai beaucoup aimé pareil parce que du coup on sent que Paul a à l'intérieur de lui une force hallucinante. Et donc évidemment le test il le passe, mais voilà c'est ce genre de séquence où le personnage change un petit peu de jeu d'acteur et j'ai bien aimé, mais sinon pour le reste à 90% il tire la gueule non-stop. Et justement, je parlais d'Anakin Skywalker, c'est qu'en fait, on retrouve le même problème. C'est ce problème qu'on a dans beaucoup de films. C'est l'adolescent blasé, quoi. C'est marrant que ce film ait le même problème que Star Wars, sachant que le personnage est assez similaire. Et pour terminer là-dessus, je tiens à préciser que ce truc d'avoir un personnage comme ça qui n'a pas beaucoup d'émotions à l'écrain, ça ne me choque pas forcément, parce que dans le film, vous avez un deuxième personnage comme ça. C'est le personnage qui est joué par Zendaya. Zendaya, c'est la meuf qui joue Mary Jane dans les derniers films Spider-Man, qui en fait est un petit peu le love interest de Paul. C'est une résistante Fremen. Elle s'appelle Shani, le personnage. Donc Shani est une résistante Fremen, et quand Paul et sa mère arrivent pour lui parler, quand ils rencontrent les fameux Fremen et elle aussi, il y a une certaine distance en fait, parce que évidemment les Fremen sont devenus super méfiants par rapport aux étrangers, parce que c'est vrai que les étrangers ne font que venir prendre les pistes et se barrer. Donc les Fremen ont une certaine voilà, clairement sont assez proches de la xénophobie tellement ils détestent les étrangers. Zendaya, tout le long du film, pareil, est inexpressive parce que mais ça se comprend parce que elle n'est pas censée avoir de sentiments pour quelqu'un qu'elle voit comme étant un occupant étranger. Donc là, ça fonctionne. Et pourtant, attention, à Zendaya, je suis pas très fan de cette actrice, mais au moins là, c'est cohérent, elle le fait très bien. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que même si elle est inexpressive, on sent quand même qu'au niveau de son regard, on sent qu'il y a une colère de fou à l'intérieur qui l'anime. Et là où normalement Paul devrait avoir la même chose, parce qu'il a quand même il a perdu une partie de sa famille, avec Paul ça marche moins. Et aussi pour terminer sur les personnages, vous avez un perso en particulier qui a changé de genre. C'est le personnage de Lit Kynes, je sais pas si je le prononce bien, qui est en fait c'est un professeur, enfin c'est un envoyé de l'empereur, c'est une Fremen. C'est une espèce de scientifique qui va s'assurer que la production sur Arrakis se passe bien. Ce personnage, dont du coup était un homme à la base, est devenu une femme. Bizarrement, ça a fait crier, mais j'ai pas trop compris parce que déjà, ça change rien parce que le personnage n'a pas non plus une énorme importance. Il est juste là pour guider Paul Paul et sa mère dans la partie dans le désert. Donc du coup, il a un rôle de guide et aussi d'expliquer ce que sont les Fremen. Mais en dehors de ça, c'est pas non plus trop gênant, surtout qu'en plus, le personnage meurt dans la deuxième partie, donc c'est un peu bizarre qu'ils aient fait un changement de genre pour ce personnage-là, alors que il meurt au bout d'une heure et demie, quoi. Et c'est là qu'on arrive du coup à la fin du film. Alors la fin, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas aimé le film. Alors attention, le film, je l'ai bien aimé dans l'ensemble. Il a des défauts, mais il a quand même beaucoup de qualités. Mais ce qui se passe, c'est que la fin m'a complètement fait sortir du film. Ce qui se passe, c'est que le plan final du film, ils nous font le coup, comme à chaque fois, et d'ailleurs ça faudrait qu'ils arrêtent pour de bon. Comme c'est un film qui va avoir une suite, ça se termine sur on cut en plein milieu d'une scène avec un personnage, donc du coup c'est le personnage de Zendaya, c'est Shani, la meuf, qui regarde loin dans le désert et qui dit ce n'est que le commencement. Et ouais, c'est ça qui m'a sorti en fait. C'est dommage hein, parce que le chanter où le film voulait aller, mais en fait terminer, c'est toujours le même problème quoi. C'est arrêter de faire des films comme ça quand il y a une suite, de couper hein, parce que vraiment il coupe en plein milieu d'une scène. Ce qui se passe, c'est que le plan en question, bon, les personnages sont en train de marcher dans le désert en fait. Ils amènent Paul et sa mère donc du coup chez les Fremen.
Euh, donc à ce moment-là, genre, on est à fond, on se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? On va enfin en savoir un peu plus sur les Fremen, c'est trop bien. Et surtout, on voit un ver. Alors ça, j'en ai pas trop parlé, c'est vrai. En fait, sur Arrakis, bon, c'est connu, hein, que sur Arrakis, il y a des vers géants. C'est la créature emblématique de Dune, c'est le ver géant. On les voit à quelques moments, ils sont très bien faits parce qu'en fait, on les voit très peu parce qu'ils sont toujours sous terre, sous le sable. On les voit juste onduler légèrement, ils font des petites vagues dans le désert, c'est très bien fait. On en voit un à un moment donné de nuit, vraiment plus en détail, notamment sa tête. Ils sont magnifiques, hein, les vers géants sont géniaux. Et du coup, à la fin du film, ça se termine sur, ben, ils sont en train de marcher et au loin, on voit un ver qui passe, mais il y a un homme dessus qui le chevauche et qui le conduit. Bon alors, quand tu connais Dune, tu t'y attendais à ça, parce que voilà, c'est une scène emblématique du film de David Lynch, et c'est un truc emblématique du bouquin aussi. Donc du coup, Paul voit ça au loin, voit le gars qui conduit son verre tranquille. Donc à ce moment-là, toi, en tant que spectateur, tu te dis, bah c'est cool, on va en savoir. Ben, il y a plein de choses à savoir, c'est comment c'est possible, qu'est-ce que ça implique pour la suite, tout ça. Et ben, le film cut à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que le film nous balance d'un coup des informations qu'il n'explique pas. Tout ce que fait le film, c'est juste nous dire, ben, allez regarder la suite. Ce qui est dommage, parce que l'univers, on sent, est très très riche, donc du coup, il y a de quoi raconter. Et il y avait de quoi aussi faire une fin. Parce qu'en fait, au niveau du scénario, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand Paul et sa mère rencontrent les Fremen, il y a une petite bagarre, parce qu'évidemment les Fremen veulent les tuer. La mère de Paul se défend, arrive à choper le chef des Fremen, et ben du coup menace tout le monde en disant, bah, si vous essayez de me tuer mon fils, je tue votre chef. Donc à ce moment-là, visiblement, les Fremen sont une société très martiale, très très guerrière. Donc du coup, le fait qu'une meuf ait défoncé le chef, ça leur suffit pour se dire que, ok, cette femme, on peut la respecter. Euh, donc le chef des Fremen leur dit, ben d'accord, venez avec nous dans notre ville et on pourra parler tranquillement. Le problème, c'est que visiblement chez les Fremen, quand le chef se fait bolos comme ça, en fait, tout le monde peut réclamer sa place. Donc vous avez un gars qui sort mais vraiment un gars qui sort de nulle part, genre quand ils disent ouais bah on y va, vous avez un gars qui fait non non attendez moi je veux être chef. Et d'ailleurs même ils lui disent en fait calme-toi gars parce que la meuf là elle est vénère et le gars dit non moi je veux être chef, je veux être chef. Donc il y a un combat avec Paul et le problème c'est que c'est un combat à mort et Paul n'a jamais tué. Donc le combat il est très cool, hein, il est très bien chorégraphié, mais ce qui se passe c'est que Paul a toujours le dessus et à chaque fois refuse de tuer le gars parce que ben il veut pas tuer. Et à côté les autres lui disent si il faut que tu le fasses parce que c'est les règles. Donc le combat s'éternise, à chaque fois Paul, à chaque fois qu'il prend une rouste, il contre-attaque et il explose le gars, mais il ne veut jamais le tuer. Jusqu'au moment où finalement il en a marre et il finit par le suriner et bah, du coup le monsieur meurt, voilà. Et alors, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. En fait, ils ont voulu terminer le film sur un gain en maturité, parce que c'est vrai que Paul n'a jamais pris la vie. Le fait que Paul tue quelqu'un, du coup, ça devrait changer sa psychologie, et je comprends parfaitement. C'est une très bonne façon de terminer, en effet, un film. Mais le problème, c'est que vu que Timothée Chalamet a eu la même expression pendant tout le film, ben, le gain en maturité, on le sent pas. Encore, ça aurait été un personnage où on aurait vraiment senti l'innocence, un personnage qui aurait été, on va dire, plus relax, ou même aurait pu être aussi un personnage qui soit vraiment mais imbuvable, ça aurait pu marcher. Mais là, quand vous avez un personnage qui est froid pendant tout le film, qui tue quelqu'un froidement, et après reste toujours froid, bah, ça marche pas en fait. Le gain en maturité, on ne le sent pas. Paul ne change pas. Le fait d'avoir tué quelqu'un ne change rien à sa psychologie, alors que pourtant ils mettent ça en avant comme étant un moment visiblement important de son histoire. Donc c'est, euh, c'est dommage quoi. Surtout qu'en plus, juste avant, il y a une scène qui aurait pu être très bien pour terminer le film. C'est la mort d'un autre personnage. En fait, quand ils sont dans le désert, Paul et sa mère, ils sont récupérés par Duncan, qui est joué par Jason Momoa. Duncan, c'est un espèce de pilote des Atreides qui s'est échappé pendant la bataille. Donc il les récupère, mais Duncan, lui, connaît les Fremen. Donc du coup, il va les amener dans une grotte où il y en a. Euh, donc ils sont dans la grotte, mais l'armée impériale est derrière et vient pour tuer tout le monde. Paul et sa mère doivent s'enfuir.
Et ce que fait Duncan pour ralentir l'ennemi, c'est il va bloquer la porte de la salle où sont planqués Paul, où sont cachés Paul et sa mère. Il va verrouiller la porte, se mettre devant, sortir deux sabres et se taper dessus avec tous les soldats impériaux qui arrivent. Et alors la scène déjà, elle est pareil, très bien chorégraphiée, hein, c'est du combat à l'épée, c'est assez cool, c'est assez violent. Il doit tuer une quinzaine de personnes à peu près, parce que du coup le plan final c'est lui parce que forcément en se battant il se prend des coups aussi. Donc à la fin il y a un plan où on voit lui qui est au sol, qui est mort, et autour de lui il y a voilà 15-20 cadavres. C'est un couloir, le couloir il est rempli de cadavres. Et ça en impose quoi. Cette scène elle est assez marquante quand même, parce qu'en plus le personnage de Duncan était vraiment un personnage cool. Jason Momoa il en impose dans ce film. C'était là en fait le moment où arrêter le film. Je dis pas arrêter au moment où Jason Momoa meurt, mais par contre c'était un moment intéressant parce que c'était l'instant où Paul et sa mère se retrouvent vraiment seuls. Parce que là ils ont plus personne, là. Ils ont plus du coup Duncan pour les guider. Ils perdent aussi la scientifique impériale là, qui meurt juste après. Ils ont plus personne à qui se raccrocher. Ils sont tout seuls au plein milieu du désert. Un désert rempli de vers géants et de soldats qui veulent te tuer. Euh, Peut-être que c'est plutôt là qu'ils auraient dû, je pense, j'aurais préféré que le film s'arrête là en fait, parce qu'on aurait vraiment une conclusion et amorcé sur la découverte des Fremen. Voilà, bon, je vais pas m'éterniser, on va faire la conclusion. Ce film est bien. Je n'ai pas aimé parce qu'il a des défauts au niveau du montage, mais il a beaucoup de qualité. C'est un film qui a une histoire qui est très intéressante, qui encore une fois doit être plus proche du bouquin que le film de David Lynch. Je le répète encore, hein, mais si vous avez lu le livre, je suis curieux que vous me donniez votre avis sur à quel point ce film respecte le livre. C'est un film qui a vraiment du potentiel et la franchise en général ça peut être intéressant parce que du coup là ce qui se passe c'est que le roman a été coupé en deux. Donc vous avez la suite là qui a été confirmée par Villeneuve qui est en train d'écrire le scénario, mais par contre Warner a annoncé que le film n'était pas confirmé chez eux, en tout cas au niveau du pognon. Ce qui se passe, c'est qu'ils attendent de voir déjà si ce film-là va marcher. Donc déjà, c'est une technique de marketing un peu bizarre en fait de nous dire s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse faire la suite. Surtout que ce qui est vraiment chelou, hein, c'est que le film sort au cinéma et sur HBO Max. Donc en streaming. Mais si tu veux que le film marche au cinéma, pourquoi tu le sors en streaming au même moment quoi? Sors-le en décalé dans ce cas-là, mais ça risque un peu de foirer un petit peu au niveau du box-office, surtout qu'on a déjà eu des cas comme ça, hein. C'est ce qui s'est passé avec Black Widow, hein. Le film a moins marché au cinéma parce que justement il est sorti en streaming avant sur Disney+. Là, c'est un peu risqué quand même. Après, si le film marche, parce qu'évidemment, par contre, ce film est à voir au cinéma. C'est pas à regarder sur un écran de PC, hein. Ce film, c'est à voir en grand pour avoir justement ce sentiment d'être tout petit dans ce monde gigantesque. Ce qui est bizarre, c'est que Warner, donc du coup, visiblement, a fait la stratégie de dire on fait un premier film et si ça marche, on fait la suite. C'est bizarre parce que vous voyez, ils auraient fait, par exemple, ils auraient fait Eragon. Bon, tu fais le premier film en te disant si ça marche, on fait une suite, ça marche pas, tant pis. Mais là, on parle quand même de Dune, on parle d'un bouquin fondamental de la science-fiction. C'est comme La Guerre des Mondes ou un autre bouquin d'Asimov, je sais pas, mais c'est des bouquins qui sont tellement voilà, fondamentaux que tu peux pas dire oh, on va tenter un truc vite fait quoi. Si le deuxième film se fait, j'irai le voir parce que l'univers quand même est intéressant et puis parce que c'est Dune en fait, parce que c'est Denis Villeneuve. On voit que le mec on voit que le gars gère cet univers, hein, qu'il le maîtrise très bien. Bon, évidemment, je ne suis pas critique, hein, je n'ai fait que donner mon avis en tant que spectateur et fan de science-fiction. D'ailleurs, si vous avez aimé le film, parce que visiblement tout le monde a aimé le film à part moi, je serais curieux d'avoir votre retour en fait sur ce film, sur les points que vous avez le plus appréciés dans ce film, parce que j'ai vraiment le sentiment, vu comment tout le monde adore ce film, j'ai le sentiment que j'ai raté quelque chose, vraiment, parce que moi je comprends pas, le film est bien, mais je le trouve pas grandiose non plus, donc donnez-moi votre avis, dites-moi si je suis à côté de la plaque. Si ça se trouve, en fait, ce film est génial et c'est moi qui radote pour que dalle. Mais voilà. Je sais pas quand je ferai d'autres critiques comme ça. Je pense que je le ferai de temps en temps entre deux chroniques pour parler de quelques films que j'ai vus au cinéma. Surtout qu'en plus, là, à la rentrée, là, on a beaucoup de gros blockbusters qui arrivent. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Heroic Cinéphilie. À la prochaine!